Merci beaucoup d'abord aux organisateurs du colloque, évidemment. Moi, je m'appelle Hortense Bellotte. Je n'ai qu'un Master 2, donc je n'ai absolument rien à voir avec toute cette bande de brillants chercheurs, chercheuses qui sont là dans la salle. Mais je suis très, très honorée d'être là et surtout très heureuse de découvrir l'école des Chartes que j'imaginais. Moi, c'est mon prof d'histoire de l'art médiéval. Donc, je pensais que l'école des Chartes était une bande de paléographes. Là, pour le coup, parce que l'agisme, on parlait de l'agisme, mais l'agisme à l'école des Chartes, c'est à l'envers que ça se passe. Donc, en fait, alors on va être un peu moins fun qu'un show drag, mais on va quand même essayer d'aller vers cette espèce de petite queerotopie là dont vous parliez. Et je suis très contente d'en faire partie. Et on m'a invité pour modérer donc ces trois entités. Donc il y a 4 personnes, mais 3 entités, dont une virtuelle, et qui représentent des actions aujourd'hui et des créations artistiques et sociologiques qui peuvent nourrir assez positivement nos conclusions sur la censure et les corps, le genre et leur conditionnement ou pas. Donc, avant toute chose, vous allez chacune présenter votre démarche et puis à l'aide d'images parce que c'est des choses très visuelles. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci à l'équipe organisatrice du colloque pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Marion Chevalier, je suis ici avec Salomé Burstein, on fait partie du collectif Lusted Men, qui est un collectif qui a lancé en 2019 une collecte de photographies érotiques d'hommes participative ouverte vraiment à tous et à toutes. Donc l'idée, c'était, comme l'a bien montré Anne-Claire dans sa communication de tout à l'heure, on voit que vraiment la culture visuelle érotique, la culture littéraire érotique est vraiment traditionnellement associée à la féminité. Et notre enquête et notre collecte photographique est partie de vraiment ce constat d'un manque dans notre culture visuelle d'érotisation des corps d'hommes ou de toute personne qui s'identifie comme telle. Donc on a lancé un appel à photographie en ligne d'abord, qui était relayé par des magazines de photographie, par des communautés militantes, par des comptes féministes Instagram. Et donc un appel à photographie et aussi à témoignage, puisqu'il était important pour nous de récolter donc, ces images, mais de comprendre vraiment aussi les raisons qui avaient mené à leur production et à leur création. Donc on posait par le biais d'un formulaire plusieurs questions sur, par exemple, la relation des photographes avec leurs modèles, sur le désir ressenti pendant le shooting, éventuellement, sur les histoires à partager autour de ces images. Et donc, on a aujourd'hui une véritable archive. C'est pour ça qu'on était contente aussi d'être invité à l'école des Chartes, parce que ça prend tout son sens de faire une archive de photographie érotique contemporaine. Et donc, cette archive de plusieurs milliers d'images, on essaie de la partager par le biais d'événements, de communication dans des colloques, peut-être de performances bientôt. Et je vais passer peut-être la parole à Salomé. Merci aussi. Et de la part de tout le collectif, parce qu'en fait, on est 5 dans le collectif. Et il y a aussi Laura Lafont qui est dans la salle, qui n'est pas sur l'estrade, derrière l'estrade avec nous, mais qui est une des membres fondatrices du collectif, qui a maintenant 3 ans. Oui, donc ces images en fait, et ces textes circulent notamment au centre d'exposition. C'est quand même notre médium de prédilection à la base. Et nous, on considère aussi que c'est une pratique curatoriale, ce qu'on a au sein de ce collectif. On en parlera peut-être un peu après. Voilà, alors, exactement. Donc là, on entre directement dans le dispositif. En fait, on s'est posé très vite la question de toutes ces images, comment est-ce qu'on les montre, en sachant qu'on ne voulait pas recréer de hiérarchie non plus entre qui était amateuriste, qui était professionnel dans ce qu'on recevait. L'idée, c'était de montrer du coup au moins une contribution, enfin une image par contributeur, contributrice dans ce qu'on recevait. Donc la question des tirages s'est posée tout de suite. Comment est-ce qu'on montre, sachant que pour ma première exposition, on avait déjà eu 230 participations. Donc ça voulait dire 230 images. On a un projet associatif et bénévole. Et du coup, on n'a pas forcément les moyens de faire 230 tirages. On est exposé dans un espace qui était petit. Donc c'est des considérations au départ très pragmatiques qui sont venues en fait informer la question du dispositif de monstration. Et en fait, on a opté assez vite pour les diapositives. Donc là, vous pouvez voir. On voulait pas juste faire une projection parce que c'était important aussi pour nous qu'il y ait un peu de matière, que c'est
ces images qui montrent et qui parlent de corps, on retrouve aussi un. Et puis, c'est un dispositif qui est assez sympathique aussi, puisqu'il y a toute une sensorialité autour. Enfin, il y a le son. Souvent, on a des discours de spectateurs qui nous disent que ça leur évoque leurs souvenirs d'enfance. On regardait justement les photos de famille sur diapo et du coup, voir des photos érotiques dessus, c'est contre-intuitif et ça génère aussi quelque chose d'autre d'assez intéressant. Là, on les a fait transférer, donc soit ça peut être projeté, en effet, sur un écran de projection, très simplement, soit on peut les montrer en micro-format dans des tables rétroéclairées, comme on voit. Ou la visionneuse, encore une fois, c'est un troisième visualisation. Ou là, c'est plutôt pour une contemplation solitaire. Non, mais au-delà de ça, le choix des diapositives, j'en reparle parce que ça a été évoqué ce matin, le travail de Magnus Hirschfeld, qui avait donc un atlas des sexualités qu'il a rassemblé dans les années 20-30, il me semble, à Berlin, dans son centre d'études, donc sur toutes les formes de sexualité ou d'érotisme non hégémonique. Du coup, ça faisait aussi un sens pour nous de réutiliser la diapositive pour s'inscrire dans cette lignée-là. Et pour peut-être ajouter une dernière chose sur vraiment les valeurs qui sont derrière le projet, l'idée est aussi d'inviter chacune ou chacun à oser un petit peu désirer et à oser découvrir vraiment ce qui procure du plaisir visuel en dehors des codes du male gaze, ce sont aussi parler, donc inventer d'autres manières de montrer les corps, des manières qui sont peut-être plus proches des désirs. Dans les expositions, on fait aussi en sorte de révéler au public sa propre curiosité. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les loupes, pour présenter les diapositives sur une table rétroéclairée. Et le public était muni de petites loupes que sa curiosité guidait finalement. Donc c'est aussi à travers de petits dispositifs techniques qu'on peaufine un petit peu ce qu'on a envie de susciter comme exploration. Donc je suis Hélène Froment et je suis ici à la fois pour vous parler un peu de mon travail en tant qu'artiste et chercheuse. Je m'auto-dénomme chercheuse sans être dans aucun cadre doctoral. Je peux faire ça, monsieur. Et cofondatrice de Modèle Vivante. Modèle Vivante, comme on le voit, je trouve assez bien sur cette photo. Enfin, donc Modèle Vivante est un collectif transféministe qui est né et qui continue de s'exprimer principalement en essayant de réinventer et renouveler le contexte et le cadre de l'atelier de dessin d'après Modèle. Donc Modèle Vivante est né au départ de ma rencontre avec Linda de Morir, que l'on voit ici cul en l'air, évidemment. Elle était plutôt modèle, qui est une femme trans brésilienne réfugiée en France, qui est venue en France avec cette pratique du modèle, à la fois comme source de revenus, mais aussi c'est quelque chose qu'elle avait fait au Brésil dans des groupes activistes anarchistes. Et donc on s'est rencontrés, je l'ai rencontrée quand elle faisait cet atelier en autonomie à la mutinerie, et on a décidé d'en monter d'autres et de l'ouvrir à d'autres personnes. Donc moi, je suis venue plutôt par le dessin, et aujourd'hui, un peu comme toutes et tous dans le collectif, on occupe différentes places. Donc je dessine, je continue de dessiner beaucoup, mais aussi je donne finalement presque plus d'énergie ou d'importance à l'organisation des ateliers eux-mêmes et à l'accueil des personnes qui veulent poser. Et je pose aussi, et en fait je pose sous forme de lecture performée. Donc je lis des textes qui ont à voir avec l'expérience de la pose. Donc ça fait une sorte de mise en abîme qui m'amuse assez et qui me correspond assez bien puisqu'on se pose toutes et tous la question de en tant que modèle, qu'est-ce que je fais? Enfin, on travaille réellement sur l'autodétermination de la personne qui pose, en dehors des schémas classiques, sauf si la personne qui pose a envie d'incarner ce rôle classique de la modèle nue qui nous fait la naissance de Vénus, éventuellement, c'est possible. Mais on trouve et on expérimente qu'on peut aussi occuper cette position en faisant d'autres choses. Donc là, c'est une photo qui a été prise dans le cadre du NoNoFest, qui est le festival des pratiques queer qui avait été organisé par Thomas Conchou à la Maison populaire de Montreuil l'été dernier, où on est toutes et tous, en particulier
Lucie Camus au centre qui nous a rejoint dans l'équipe des fondatrices de Modèles Vivantes, Victor et Savannah qui posent régulièrement dans le cadre de Modèles Vivantes, et Marie qui était là invitée en amie photographe. C'est des photos qui ont été prises la semaine dernière. On était à l'école des arts et médias de Caen, invité par Apollonia Sokol pour organiser une semaine de workshop avec les étudiants et étudiantes et donc travailler avec LE sur les représentations des corps dissidents hors normes, hors des stéréotypes de genre. Et on l'a fait avec, en particulier comme principe de programmation, le fait que chaque jour, une personne différente posait et avait le temps d'exprimer ce qu'il ou elle avait envie d'exprimer par la pose, avec ou sans parole, mais aussi de se présenter à un moment. Donc, par exemple, Linda va parler ici le premier jour de son expérience au Brésil, de comment est-ce que le fait de poser peut être un activisme, mais aussi d'anarchisme, d'autodétermination et de la matérialité des choses dans ce contexte-là. Victor est venu le 3e jour parler de son expérience. Il organise maintenant des ateliers de dessin d'après modèle plutôt en non-mixité trans à Lille. Et il racontait aussi qu'ils ont fait ça dans le cadre de Week-end PD, par exemple. Donc, c'est des pratiques qui se multiplient. Alors que Modèle Vivante, et on a eu cette discussion, Modèle Vivante, nous, on est plutôt de façon générale mixte et inclusif. Mais évidemment, si la personne qui pose souhaite un contexte non mixte, on essaie de faire en sorte que l'espace soit à l'image, à la demande de la personne qui pose. Donc, on peut aussi le faire. Lucie est venue le 4e jour nous parler de sa relation à son handicap, l'alliance entre les théories queer et les Disable Studies. Et moi, en l'occurrence, je pose en performant, donc en lisant les textes issus de ma recherche sur le trouble dans le genre et comment est-ce que l'atelier de modèle vivant peut devenir un espace et une pratique transféministe, un espace d'émancipation à la fois individuelle et collectif. Et donc, c'est cette recherche que je poursuis aujourd'hui. Et donc, je pose en parlant d'un peu tout ça. Donc, ça, c'était des photos de Caen où donc on était invité à Apollonia Sokol qui nous dit aujourd'hui à quel point elle a l'impression que les étudiants et étudiantes sont transformés par cette expérience parce qu'ils ont le sentiment d'avoir... déjà, ils ont énormément apprécié le contexte bienveillant, évidemment, qu'on essaye de mettre en place. Le fait de pouvoir, poser le 5e jour et de se sentir complètement autorisés à exprimer certaines choses par la pose en dehors des stéréotypes et des normes. Et donc, aujourd'hui, en modèle vivante, c'est des ateliers réguliers de dessin d'après modèle, où là, on a un exemple des personnes qui sont venues poser, qui posent pour nous. Là, tout l'espace de l'atelier est dédié autour de cette personne. Et on travaille sur les représentations de ces personnes, représentations finalement pas, évidemment aussi au sens des dessins, mais d'abord au sens de la pose comme performance de la personne. Et donc, modèle vivant, c'est à la fois ce type d'atelier régulier, mais aussi des participations dans des festivals queer, dans des écoles d'art. Donc, ça rejoint la question de dans quels espaces on va. Est-ce qu'on est dans des espaces plus ou moins communautaires, mais on aime bien aussi aller contaminer des espaces plus institutionnels et voir y faire de l'entrisme transféministe. Eh bien, Maya, c'est à toi, si ça te dit de présenter ton travail. Ouais. Bonjour à tous et toutes, enfin toutes et tous que je ne vois pas. Merci toutes les intervenantes, merci Hortense. Alors donc moi je m'appelle Maya Inès Touam, je suis franco-algérienne, photographe plasticienne, mais pas que. C'est assez naturellement que mon travail s'est intéressé aux rives
de la Méditerranée. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et mon travail s'articule autour des féminités, parfois de manière très documentaire et parfois de manière bien plus onirique. Ma pratique est pluridisciplinaire, donc je ne fais pas que de la photo, mais en tout cas, c'est très géolocalisé. Je vais travailler maintenant, on va dire, sur le carrefour géographique, politique, environnemental africain, globalement. Pour cette rencontre, je vais vous parler de 3 séries, puisqu'il y a plein d'autres... j'ai plein d'autres boulots, pièces, œuvres, comme on veut. Mais là, on va se concentrer sur Révéler l'étoffe, donc que vous voyez devant vous. Alors, cette série est née en réaction à la photographie orientaliste du XVIIIe siècle, à travers le commerce en Occident de cartes postales de femmes des régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, les réduisant soit à des objets d'études, des objets de curiosité, donc des photos vraiment très ethno, soit au contraire à des objets de fantasme. Toujours accompagner ces petites cartes postales de titres extrêmement réducteurs, femmes arabes, études de femmes noires ou encore femmes lascives et compagnie. Je me suis rendu compte que donc ces femmes n'avaient pas été objets et non sujets, et que on pouvait en faire un parallèle aujourd'hui, en tout cas il y a un peu moins d'une dizaine d'années, quand en France on entendait sur les plateaux télé que les femmes voilées étaient ceci, étaient cela. Ce qui me dépassait beaucoup, puisque ma grand-mère portait le voile, que dans ma famille c'était quelque chose de tout à fait banal, et elle portait des petits turbans, un tas de fichus différents, et que c'était très stigmatisé. Et donc, je me suis dit, l'orientalisme a réduit la femme. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Peut-être prenons le contre-pied et allons en Algérie, donc mon pays d'origine, et laissons ces femmes s'exprimer, tout simplement. Donc, je suis allée là, on le voit un peu, dans 6 régions différentes. Alger, Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Tamanrasset, donc de la capitale au Sahara, en passant par diverses régions, puisque l'Algérie est le pays le plus grand d'Afrique, et qu'il a évidemment une richesse ethnique, géographique, etc., qui fait sa diversité. Et donc, l'idée, c'était de montrer un peu les nuances et les différences, et de laisser ces femmes s'exprimer. De laisser ces femmes, elles ont été photographiées, filmées, interviewées. Il y a eu à peu près 200 femmes qui sont passées dans mes petits studios faits comme ça, de manière un peu fortuite, avec tout le temps la volonté à la manière de la photo objective allemande humaniste, je voulais monter un studio vide de tout repère pour éviter, pour soustraire plutôt les inégalités sociales. Je ne voulais pas qu'on regarde l'intérieur de l'une et de l'autre, mais uniquement ce qu'elles avaient à nous montrer, à savoir elles, leurs vêtements et leurs mots, puisque du coup, elles ont été interviewées, qu'elles m'ont aidé à choisir leurs images. Et donc, c'était une manière pour moi de prendre le contre-pied de ce que j'avais vu et qui ne correspondait pas à mes archives familiales. Ensuite, j'ai travaillé sur une autre série. Alors bon, on va passer à Burqa Facette, qui est une sculpture. Je ne sais pas si vous, elle est en mouvement. Non, en fait, comme c'est un PC, Ah, flûte. Du coup, là, on ne voit rien du tout. Non, mais on explique, on comprend bien. Oui, bien sûr. Alors, cette sculpture renvoie à l'histoire des voiles, de la Grèce antique à l'islam contemporain. On en parlera un peu plus tard, mais du coup, en m'intéressant aux voiles, je me suis intéressée à l'histoire des voiles, pas uniquement qu'aux voiles musulmans, évidemment. Et cette sculpture, elle joue sur les aspects formels du mouvement, de la fluidité, de l'opacité, de la transparence, en fait, tout ce qui fait le voile. Bon, alors là, vous ne la voyez pas, elle est de dos, malheureusement, mais donc c'est une femme dans une burqa qui a vraiment un grand mouvement de fluidité quand elle se déplace. Et je vous raconterai la petite anecdote, mais c'est moi qui suis dedans dans un scan photogrammétrique, et donc c'est une sculpture qui a réellement existé. C'est vraiment ma forme, quoi. Et ces pièces sont ces petites sculptures sont les reflets de ce que j'appelle des constellations de voiles.
qui comprend toutes les controverses qui l'ont traversée, à savoir tantôt objet de subversion érotique ou tantôt objet coercitif, etc. Et ici, avec ce procédé, j'illustre le paradoxe d'un voile intégral, à savoir les rayonnements renvoient aux perceptions et aux frontières mentales variables des uns et des autres à l'égard de cette étoffe. Et en plus, ce corps entièrement absent révèle plus qu'il ne cache. Et c'était ça qui était très important pour moi dans cette sculpture, c'était de montrer que finalement, en Occident, être trop caché, c'est se rendre encore plus visible. Et on peut passer du coup à ma troisième série, Vélum, qui est en fait, j'ai travaillé à partir de la définition du voile. Donc Vélum, qui veut dire une étoffe qui modifie l'apparence de ce qui est derrière, mais laisse une ouverture pour tout de même annoncer l'objet dissimulé. Donc à partir de cette définition, j'ai décidé avec une chorégraphe, pendant plusieurs séances, de dessiner l'objet voile contemporain. Et en fait, ce travail il figerait le processus mécanique qui transformerait une femme en un voile et dans lequel l'enveloppe prendrait place de la chair enveloppée. Et là, dans cette série, la femme se métamorphose en une impulsion de voile et réciproquement. Voilà, donc ça, c'est mes 3 travaux les plus... autour de ma réflexion sur les étoffes que j'ai menée pendant à peu près 4 ans. Eh ben, super, merci. Merci à toutes pour vos présentations. Et du coup, et merci Hélène pour ce conseil de m'auto-proclamer chercheuse dans le cadre du jumelage de l'école des chartes et de la métier de vie, du coup, puisque quand même c'est le premier colloque où j'entends citer ce lieu 3 fois dans une journée. Et ben, je vais m'autoriser à vous poser des questions qui articulent un petit peu vos démarches très contemporaines avec des questionnements d'histoire de l'art. Et du coup, comme on est là sur tes images, Maya, je me permets de commencer avec toi. Moi, ça m'a évoqué une pièce de théâtre qui avait été jouée il y a quelques années de Myriam Marzouki, si certains l'avaient vue, et qui s'appelait justement Ceux qui nous regardent, et qui était une pièce qui avait comme sujet une espèce de grande collecte d'archives, de textes et d'images sur cette question du voile. Et elle empruntait son titre, justement, Ceux qui nous regardent, à un ouvrage de Georges Didier Huberman, qui s'appelait Ceux qui nous regardent, ce que nous voyons, ceux qui nous regardent. Voilà. Et il y avait un petit peu ce truc implicite aussi de référence au langage populaire de est-ce que vraiment ça nous regarde, mais qui s'appliquait très bien à Bourg à facettes, parce que donc là, vous n'avez pas vu le GIF, mais effectivement, vous vous en doutez, c'est en fait sur le modèle d'une boule à facettes, où en fait le spectateur est renvoyé à son propre reflet, en fait, et où c'est tout d'un coup l'objet qui se met à nous regarder comme un espèce de retournement et qui fait penser comme ça un peu à cette espèce de prise de parole du modèle, comme tu parlais de prise de parole du modèle orientaliste. Et avec ce très bel ouvrage aussi de Bruno Nassim qui s'appelait Comment le voile est devenu musulman. Et donc Bruno Nassim qui s'attache à un problème de sociologie ou de politique, mais qui est aussi historien de l'art. Et c'est amusant de voir comment tout d'un coup le voile, et on en a parlé tout à l'heure hein, avec les questions de pulsion scopique et de voiler, cacher, etc. Tout d'un coup le voile comme pierre angulaire pour repenser toute l'histoire de l'art. Toi en plus avec ta démarche un petit peu on va dire de collecte, comme tu dis, d'archivage ou quoi, est-ce que c'est une volonté de t'intégrer dans cette espèce de démarche globale historique? Ouais, tout à fait. En fait, ce que tu dis fait vraiment écho à mon travail dans le sens où déjà Bruno Nassim Aboudrar a failli devenir mon professeur de thèse. Donc voilà, ça en dit long. J'ai évidemment lu son livre et je pense que c'était
plutôt intéressant de se rendre compte que donc, le voile ne se cantonne pas à l'islam et qu'aujourd'hui, on a décidé d'en faire son étendard bon, pour les raisons politiques qu'on connaît, mais que le voile est bien plus ancien et que ce voile perdurera sûrement et qu'il sera peut-être même utilisé par d'autres sociétés, communautés, etc. Et même, je ne sais pas, on ne sait pas, peut-être que plus tard, quand il fera trop chaud, tout le monde se couvrira puisque les rayons du soleil, enfin voilà, allons plus loin dans l'idée. Donc, moi, je crois que c'était important dans mon travail parce que du coup, la série Révéler l'étoffe sur ces femmes en Algérie, évidemment, traitait du voile musulman. Puisque c'est parti d'une réflexion instinctive, mais que j'ai du coup extériorisé, pas qu'à ma propre existence, mais donc à ces femmes musulmanes. Et puis après, je me suis intéressée au voile en général, à cette étoffe qui couvre, mais qui laisse aussi montrer ce qui est derrière. Et ensuite, parce que moi, j'ai oublié de le dire, mais j'aurais d'abord montré Vélum avant Burqa Facette, déjà parce que ça a été chronologique dans ma pratique, et puis aussi parce que finalement, cette pièce, c'est un peu la réponse, c'est que après, c'est le regard du spectateur sur cette pièce, puisque finalement, je montre que je questionne la personne qui regarde la pièce. Et je suis plus en train d'inviter les gens à voir différentes options. Là, je leur dis, maintenant, c'est votre regard. Et en plus, comme tu le dis si bien, il se voit dans cette pièce. Et donc, penser aussi aux frontières mentales individuelles, c'est aussi se questionner sur son rapport à l'autre. Et donc, ouais, j'ai vu par ailleurs d'ailleurs cette pièce de théâtre qui était très, très bien ficelée et qui nous permet de vraiment prendre du recul et nous dire que c'est vraiment la période dans laquelle on est qui fait cette censure du corps voilé. Voilà. Et je continue mon petit tour de table. Et pour les Lusted Men, moi, quand j'ai vu vos histoires là, d'hommes à l'anguille, nus ou pas, etc., j'ai repensé à tous les écrits autour de l'art en France autour de 1800, de Mechtilfeld ou Solomon Godot ou Philippe Borde, et qui interrogent sur cette question des gender studies et de la sexualisation des corps. Et c'est un moment dans la peinture française où on voit justement beaucoup de corps masculins qui vont être érotisés et avec un milieu politique qui renvoie aussi à la question du modèle vivant, puisque jusqu'au 19e siècle, en fait, le grand morceau de bravoure des peintres, c'est la représentation du corps masculin, réputé plus difficile, car plus musculeux, etc. Et que les corps féminins n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, les grands tableaux d'histoire vont souvent mettre en scène beaucoup d'hommes nus, et dans des tableaux comme chez David ou Girodet, ou tout un tas de grands noms de cette période-là, à mi-chemin entre le 18e et le 19e siècle, on va voir ce qu'on peut appeler une homo-érotisation, qui est peut-être le résultat d'une exclusion totale des femmes de la société ou qui est peut-être une quéritude généralisée. À la limite, peu importe, mais il se trouve que l'exposition Peintre-Femme l'a bien montré aussi, c'est aussi le moment de la montée en puissance des femmes peintres. Alors, du coup, est-ce que homme lascif, ça va toujours avec montée en puissance des femmes photographes ou des femmes artistes? Vous êtes que des meufs chez Lusted Men. Pour répondre à une partie de ta question, je passerai peut-être la parole à celle après. Pour ce qui est de la peinture d'histoire et de la possibilité, en fait, pour des peintres autres que des hommes de représenter des corps nus dans la peinture d'histoire, elle est extrêmement limitée parce que du coup, le morceau de cet article de Linda Nopling qui est très célèbre, pourquoi il n'y a pas eu de grande artiste femme, montre bien qu'en fait, les cours de nu académiques ne sont pas accessibles aux femmes, sont accessibles seulement aux hommes avant l'ouverture par l'Académie de Julian, il me semble. Donc très, très tardivement, au début du 19e. Et donc voilà, il n'y a pas du tout une équité de la possibilité d'exprimer un regard désirant.
des hypothèses, enfin, un des axiomes, on va dire, de travail. Pour ce qui est des poses alanguies auxquelles tu fais référence, en fait, c'est drôle de voir que nous, dans les choses qu'on reçoit avec la collecte stylienne, il y a beaucoup de photos où, en fait, les modèles hommes réutilisent des codes qui sont ceux de l'érotisme féminin très traditionnel, donc des poses cambrées, des talons, du maquillage, parfois des parures. Et on essaie de le prendre vraiment en compte dans la manière dont on indexe notre archive. Je ne sais pas tellement ce que je peux ajouter. En effet, nous, on fonctionne comme ça aussi pour déceler certaines tendances qui reviennent dans les images qu'on reçoit. Par exemple, la posture des hommes à l'anguille, on a plusieurs mots-clés sous forme de hashtag qui reviennent. Donc, on a l'odalisque qui reprend vraiment aussi une des postures classiques de l'histoire de l'art. On a aussi homme qui dort. Enfin, on s'amuse un peu avec les mots justement pour catégoriser en fait ce qui est revenu et ce qui permet de dessiner certaines trajectoires dans toutes ces photos qui sont extrêmement différentes et qui se rejoignent, qui se recoupent et qui parfois se dissocient. On n'est que des meufs dans le collectif, mais en fait, les photos, ce n'est pas les nôtres. Enfin, il y a les nôtres qui s'y intègrent, mais nous, on a vraiment un travail de collectionneuse ou d'archiviste. Enfin, je ne sais pas comment on se positionne exactement. On est aussi curatrice de ce projet. On n'est pas les seules autrices de ces images. Et du coup, il n'y a pas du tout que des femmes qui sont derrière la caméra. Il y en a. Mais pas uniquement et pas exclusivement. Et donc, cette question, elle pose aussi celle de où sont ces images, de leur accessibilité, de pourquoi est-ce qu'elles ne circulent pas, pourquoi elles sont cachées, pourquoi elles restent dans les téléphones portables, et pourquoi notre culture visuelle est faite de cette manière-là, avec peut-être plus de porosité au niveau du cinéma, en fait, qui a aussi établi certains codes du male gaze, dans lesquels on a tous et toutes été baignés, plus que par peut-être certains chefs-d'œuvre ou non de l'histoire de la peinture, et qui évidemment forment tissu une généalogie, hein, bien sûr, mais qui informent peut-être moins directement nos regards. Et puis on est contente aussi de partager la table, notamment avec Hélène, parce que la possibilité qu'on donne en fait à la fois aux photographes, mais aussi aux modèles de nous envoyer les photos, ont amorcé chez nous une vraie réflexion autour de la signature collective des résultats d'un shooting. Parce que finalement, on a aussi beaucoup de modèles qui ont pris l'initiative de rejoindre cette collecte, qui nous expliquaient avoir vraiment eu un rôle créatif et un rôle créatif à part entière dans l'élaboration des photos. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui a été... Enfin, l'histoire de l'art adore les signatures avec des noms uniques. Et on a ce gros héritage romantique de l'artiste unique, original, la signature avec un grand nom, souvent masculin. Du coup, c'est aussi une époque qui est super pour pouvoir sortir de ce modèle-là. Nous, ça nous fait d'ailleurs, à ce sujet, ça nous fait repenser nos méthodes aussi. Quand quelqu'un nous envoie ou quelqu'une nous envoie ces images en ligne sur le portail, donc sur notre site internet, il y a un FRAMA, un questionnaire en fait qui s'ouvre et qui pose les questions dont Marion avait parlé au début, qui sont des questions qui renseignent des éléments de contexte autour de la prise de vue. Et en fait, au début, c'est vrai que notre questionnaire s'adressait aux photographes assez exclusivement. Et lorsque ça parlait des questions de modèle, c'était plutôt parce que la photographie était un autoportrait. Et là, pour l'année 2022, bien entamée, on a changé notre format en intégrant directement les possibilités dans les cas de dire est-ce que la personne qui soumet les images est modèle ou est photographe, parce que les récits, en fait, sont venus directement nous informer de ça. C'est-à-dire que ça ne rentrait pas directement dans les cases que nous, on avait créées. Donc, les personnes dans le texte disaient attention, moi, je suis modèle dans cette photo. Et je soumets ça avec l'accord du photographe plutôt que l'inverse. Donc, même nous, nos méthodes, en fait, sont enrichies par ces récits-là et permettent de contrebalancer cette vision-là Oui, effectivement, c'est intéressant parce que ça me fait penser à la fois au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui posent, de modèles qui ont des comptes Instagram et qui soit organisent leurs séances en autonomie, soit dans le cadre de groupe. Et ces personnes postent des dessins qui sont faits d'eux ou d'elles. Évidemment, en créditant généralement, on peut l'espérer, le nom de la personne qui a dessiné. Il y a une forme de réappropriation. Moi, j'essaye de créditer toujours mes dessins avec le nom de la modèle dessiné par le nom du dessinateur, de la dessinatrice. Ça, je trouve ça très bien, mais parfois, je me dis, justement là, en venant de Caen, où on a énormément de dessins, et donc des dessins qui ont été partagés, réunis dans une édition,
où finalement dans les pages des éditions, il y a des crédits qui sont généraux à la fin, qui ne permettent pas d'identifier ni les modèles, ni les dessinateurs, dessinatrices. Et c'est vrai que c'est bien aussi de s'autoriser ça, puisque, en tout cas, moi, à titre personnel, j'essaye de combiner quand même l'organisation de modèles vivantes avec une réflexion sur et c'est les questions de genre et d'identité, mais aussi ce que le phénomène de désidentification peut ouvrir, hein, et ne pas être sûr, ne pas de toute façon tomber dans une identification fermée et unique et fixe. Donc voilà, on navigue dans ces questions-là, évidemment en créditant, et de toute façon avec respect et bienveillance, mais en s'autorisant aussi parfois un peu de bordel, de mélange. Enfin, parfois c'est indémêlable et c'est très bien. Enfin, on va vers du plus en plus indémêlable. Et donc là, voilà, on ne peut plus dire à qui sont ces fesses et par qui elles ont été dessinées. Et c'est bien aussi, c'est même peut-être un peu ça qu'on cherche. Et du coup, pour continuer là-dessus, moi, quand j'ai eu vent de ce truc de modèle vivante que tu as organisé, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et ça faisait écho à beaucoup de moments dans l'histoire de l'art. Tout d'un coup, ça a repolitisé énormément la pratique du dessin avec des questions économiques. Et tu as évoqué justement cette question-là de on dessine des hommes, mais les femmes, dans la peinture classique ou dans les académies, le modèle vivant d'après nature, c'est donc des hommes et la morale veut que des femmes ne puissent pas dessiner des hommes et que par ailleurs des hommes, s'ils dessinent des femmes, bah, ils doivent payer plus ou moins des putes. Enfin, il y a ce truc un peu très très classiste et genré et des questions qui vont rejouer tous les rapports de domination. Et on voit ça justement au moment de la création de l'Académie de peinture royale au XVIIe siècle, qui est sur qui a le monopole d'organiser les séances de pose. Est-ce que c'est l'Académie de Saint-Luc? Est-ce que c'est l'Académie royale, etc. Puis après, ça se réactualise au moment de l'école des beaux-arts. Et ensuite, au XIXe siècle, il y a tout ce truc avec des Suzanne Valadon ou des Victorine Meurant de est-ce que c'est possible de passer de modèle à peintre? Et on voit à quel point c'est compliqué. Mais c'est possible et comment on s'en sort. Chez les deux, Valadon ou Meurant, c'est vraiment des stratégies de carrière et qui sont très très propres au XIXe siècle. Et justement, sur toutes ces questions économiques, politiques, genrées, presque institutionnelles, on parlait tout à l'heure du gros problème, du rapport à l'institution et à la censure et du coup aussi au contre-discours. Toi aussi, est-ce que le but après, c'est de créer une nouvelle grande institution? Sur la question économique, effectivement, c'est important. Et dès le début des ateliers, un des objectifs, au-delà de travailler la question des représentations, c'est aussi de redistribuer l'argent pour la personne qui pose pendant les premiers mois. Donc, on a commencé à l'été 2019, pendant les premiers mois et pendant un certain temps, tout l'argent, donc les ateliers sont ouverts sur participation libre et tout l'argent de ce qui s'appelait auparavant le chapeau est reversé à la personne qui pose, mais il n'y a pas non plus il n'y a pas de montant garanti. En revanche, tout allait à la personne qui pose. Maintenant, Modèle Vivante en tant que collectif, en tant qu'association, garde un peu d'argent, mais il n'empêche qu'on reste dans des ateliers qui rémunèrent le plus largement les personnes qui posent, et c'est tant mieux. Et on a résisté pas mal de temps, et c'est toujours avant de soutirer de l'argent. Mais en même temps, on est aussi supposé se rémunérer, nous, pour l'organisation, ou en tout cas, en fait, ça, on ne le fait pas encore, mais on garde un peu d'argent pour constituer une cagnotte pour, lors d'événements, pouvoir inviter des performeurs, performeuses, puisqu'on travaille de plus en plus aussi à brouiller les frontières entre la performance et l'atelier du dessin, ou pour investir, et un jour nous rémunérer. Mais donc la question de la matérialité, on l'a en tête un peu tout le temps. Mais évidemment, par rapport à l'approche historique, moi, ce que je trouve, ce qui continue de me fasciner, c'est dans cet espace et dans ce contexte
paraît simplissime et très, très écrit et référencé de l'atelier de dessin d'après modèle. Comment donc conserver cet espace-là avec l'objectif de globalement, il y a une personne qui pose et d'autres qui dessinent après cette personne. Comment est-ce qu'on peut ne conserver que ça, mais en revanche essayer de bousculer tout le reste, y compris évidemment la hiérarchie entre les personnes qui posent et les personnes qui dessinent, faire en sorte que les personnes qui dessinent à un moment puissent aussi occuper la position de la personne qui pose, par exemple. Donc ça passe par une somme de petites choses dans la façon dont on présente les personnes qui vont poser. Historiquement, alors moi, je n'ai pas une approche historique, sans doute aussi parce que ça m'énerve très, très vite, tellement le sexisme. Mais donc, on ne présente pas le modèle comme féminin, masculin, truc, machin. Il n'est pas question, sauf si la personne le voulait vraiment. Donc, ensuite, la personne est complètement dans l'autodétermination de la façon dont elle veut poser, en essayant de faire en sorte que l'espace soit le sien. Et je me rends compte que ça étonne certaines maintenant, tellement c'est passé dans nos habitudes, mais c'est la personne qui pose qui vient avec sa playlist. Et en fait, c'est une façon relativement simple, mais qui en même temps très rassurante et confortable pour elle ou lui de se créer son espace, son safe space au niveau sonore. Et puis en fait, ça entraîne toute une atmosphère aussi. La personne qui pose est complètement maître du rythme de ses poses. Donc soit elle respecte le rythme, il n'y a pas non plus de minuteur. Donc moi, pendant les ateliers, je suis là pour dessiner. Je peux faire plus et on peut essayer de faire circuler des choses si besoin, mais je ne suis certainement pas le maître de l'atelier qui demande des pauses ou qui pas non plus fait minuteur et encore moins engueule le modèle s'il bouge, parce que j'entends encore des histoires comme ça. Donc on essaye par toutes ces choses-là qui peuvent paraître simples, et évidemment donner la parole à la personne qui pose si elle le souhaite, mais de façon non obligatoire. Dans certains contextes, d'aller encore plus vers la performance, et on retourne un peu le truc où c'est l'artiste performeur qui adapte sa performance à la pose éventuellement en s'arrêtant un peu. Je fais un peu le pari, et en fait ça marche manifestement, que tout ça va provoquer une sorte d'atmosphère et de contamination au sein de l'atelier qui est perceptible par les personnes qui dessinent, ne serait-ce que parce que parfois, dans ma recherche, j'ai interrogé des artistes, des personnes qui dessinent et des personnes qui posent. Et le simple fait, il y a une personne, par exemple Anaïs, qui me disait que quand les premières fois qu'elle était venue à Modèle Vivant, c'était Linda qui posait. Et le simple fait que Linda fasse des poses plutôt acrobatiques par-dessus tête ou autre, l'avait détachée, elle, d'un objectif de représentation juste, qui respecte les proportions et tout ce genre de machins qui prennent toute la place dans l'atelier de dessin classique. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui se passent, qui peuvent passer pour, par exemple, le fait que je ne prenne pas le rôle du professeur de cours de dessin dans l'atelier. Mais en fait, c'est très volontaire et c'est choisi de ne surtout pas prendre cette position-là, et en revanche, mettre toute l'énergie sur le fait d'ouvrir tous les autres possibles et de faire en sorte qu'il y ait aussi de la contagion entre dessinateurs et dessinatrices, en faisant en sorte qu'on échange à propos des dessins. Enfin, c'est à la fois tout bête, mais ça fonctionne, et effectivement, on a de plus en plus de dessins. De toute façon, les dessins sont rapides parce que les poses sont rapides. Les dessins sont multiples puisque chacune a un angle de vue différent. On voit par exemple à Caen, on a vu assez naturellement beaucoup de dessinateurs, dessinatrices qui créent des compositions avec toutes les poses d'une même personne. Et donc ça se fait tout ça assez naturellement. Et donc les dessins produits sont eux-mêmes très différents d'un dessin qui respecte la pose, un dessin, une page, etc.
on arrive vers complètement autre chose. Et donc, c'est là où on fait le pari que ça crée, ça contribue à la production de représentations qui sont elles-mêmes différentes et qui utilisent la multiplicité, la variance, le bordel général, dans lequel on est joyeusement, en particulier sur la question de genre et d'identité. Et alors, j'ai une question pour vous toutes. Et le cul dans tout ça? Parce que, en fait, ce colloque, c'est sur les questions de la censure, etc. Et en fait, vous m'avez raconté, les Gostikmen, que vous aviez été censuré par Instagram, justement dans votre truc de communication. Hélène, tu viens de me dire aussi que les espèces de petits pixels bleus que tu avais mis sur tes tétons de ta photo de la semaine dernière, ça n'a pas suffi non plus. Et Maya, quand même, la question de l'érotisation du corps et notamment la question même tout simplement du voile. Hein, il y a quand même des endroits où le voile est interdit. Donc on est quand même dans des pratiques qui touchent aussi des pratiques limites et qui sont encore aujourd'hui, même si on est là aussi pour dépasser des siècles de censure et d'obscurantisme, il y a encore des zones limites. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi vous bossez sur des trucs comme ça un peu cul? Maya, tu veux y aller? Par militantisme, évidemment. Non, moi, je me suis fait censurer de manière totalement différente. Je me suis fait censurer en Algérie parce que sur une photo, on voyait l'entrejambe d'une femme, donc parce qu'elle était dévoilée. Et je me suis fait censurer en France parce que justement, c'était dangereux de m'exposer. C'était dangereux de rester dans un prisme un peu... ça fait peur. Donc, c'est hyper drôle. Je me fais censurer de partout pour des raisons qui sont diverses et variées. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on n'est pas d'accord. On fait ça parce que... je trouve ça très bien et très intéressant, même si en effet, les pratiques de modèle vivante et de Listedman sont plus proches que la mienne dans nos réflexions. Enfin, en tout cas, les passerelles sont forcément un peu moins évidentes, mais c'est bien de nous mettre ensemble et de discuter parce que finalement, on en vient tous au même point, on dit tous la même chose et c'est très beau ce qui vient d'être dit, c'était qu'il faut que les choses deviennent une habitude et pour que ça devienne une habitude, il faut qu'on éduque l'œil, il faut qu'on immerge les gens pour que la réflexion se fasse naturellement. Non, mais il y a deux points dans ta question. Du coup, il y a celle de la censure et celle du cul. Ouais, mais qui sont deux sujets hyper différents pour le site même, parce que la censure, effectivement, on a été victime sur Instagram, où notre compte a été supprimé du jour au lendemain, et c'était vraiment notre plateforme de communication privilégiée. Enfin, c'était là où on mettait les gens en lien, on diffusait du contenu, alors toujours de manière extrêmement... Déjà, c'était les textes qu'on mettait en avant, qu'on recevait. On avait des posts, en fait, qui étaient des slides. Donc, la première chose qu'on voyait sur notre compte quand vous y alliez, c'était pas les images, mais d'abord les textes, et après, il fallait aller sur la deuxième slide pour voir des images qui elles-mêmes étaient soigneusement agencées pour qu'on ne voit pas de partie, de sexe, quoi. La question de la censure, elle se décline de plein de manières, sur celle de l'autocensure aussi, qu'est-ce qu'on choisit de montrer, mais peut-être sur ce que tu as dit sur le cul et pourquoi on montre des images à caractère érotique en tout cas, en sachant qu'on ne définit pas érotique, on laisse la définition libre à chacun et à chacune, et on considère que dès que quelqu'un nous envoie une image, c'est qu'il y a un potentiel érotique dedans. On est intéressé, nous, par le fait de se ressaisir, je pense, du désir comme un affect aussi de lutte, en fait, et un affect puissant pour révéler tout plein d'autres choses, en fait, et la dimension érotique et sexuelle, elle fait aussi partie de nos dispositifs de démonstration. En fait, l'habitude, pour rebondir sur ce que disait Maya, c'est effectivement quelque chose d'hyper intéressant et de fondamental. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont peut-être de l'ordre de l'exception que peuvent créer notamment les moments d'exposition ou les moments de médiation, en fait, quand on projette et qui sont en fait des espèces de bulles qu'on vient recréer parce que nous, on aime bien à chaque fois créer des espaces assez intimes. Les gens sont souvent plongés dans le noir quand les images sont projetées. Il y a la diapositive, le bruit du rétroprojecteur.
il y a beaucoup de temps de parole, en fait, de médiation, et on voit dans la manière dont nous on montre les images et dont on est agence et dont on parle avec le public, les gens sont excités, en fait, assez rapidement. Et mais pas de manière, je veux dire, c'est assez joyeux. Et on voit qu'il y a beaucoup de first dates qui viennent aux expos, il y a beaucoup de personnes dont on sent qu'elles se rapprochent et qui partent et qui en ressentant nous disent voilà, je vais rentrer pour citer Laura cet été qui participait à une conférence quand on faisait une expo à Arles. Tu avais dit qu'il y avait des gens qui effectivement sortaient et disaient moi je vais rentrer, je vais me masturber, j'ai envie de me masturber maintenant. Et donc je pense que cette question-là elle est aussi centrale dans notre démarche. On s'est dit aussi dans notre manière de communiquer comment éviter l'autocensure ou alors comment éviter de recréer des nouvelles normes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun toutes les trois dans nos projets. Et l'une des manières qu'on avait trouvées pour ne pas le faire, c'était aussi le choix dont parlait Salomé de ne pas montrer les images en première slide des posts Instagram, c'était aussi pour ne pas présenter de bonnes choses à faire. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur la page, qu'ils soient libres aussi vraiment de recréer des nouveaux codes qui n'existent pas et qu'il n'y ait pas ce phénomène d'autocensure-là. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur donc ce monde-là, on va dire 18-19e, qui vraiment empêchait, qui appliquait vraiment ce double standard dans la possibilité de création pour les femmes et les hommes et dans le double standard dans la sexualisation aussi des corps. On en parle comme d'un phénomène ancien, mais c'est très très actuel. Par exemple, le CSA aujourd'hui va mettre une pastille 12 pour une production audiovisuelle qui voit apparaître une femme nue, alors que pour un homme nu, c'est direct une pastille 16. Donc il y a aussi la censure, elle ne se fait pas de manière homogène sur tous les corps. Il y a aussi quand les corps de certains sont érotisés, c'est la manière de les montrer en fait qui est l'objet de la censure, pas le corps en lui-même. Mais oui, pour répondre à la question de Q, c'est vrai que dans ma réflexion personnelle, par exemple, quand j'ai été amenée à poser, j'ai réalisé, dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai réalisé à quel point c'était banal, à quel point je n'étais pas la seule. Mon réflexe a été de chercher des poses les moins féminines et les moins sexy avant de réaliser que c'était en soi déjà une sorte de défaite et une lâcheté, et donc d'essayer de me dire qu'en fait, j'avais envie en tant que modèle d'être sexy, mais d'inventer une autre façon d'être sexy qui soit en dehors des stéréotypes de genre et en dehors du schéma hétéronormatif. C'est un peu la même réflexion au niveau collectif, qui est en gros le choix de ne pas se taire et de ne pas laisser les représentations à ce gaze hétéronormatif, alors qu'on est dans un environnement où globalement on prend tous les risques de la fétichisation, de la sexualisation, de l'objectivation. Mais on est tellement là-dedans que, alors pour ce qui est d'Instagram, ce qui est drôle, c'est que les dessins sont pas, ou peu, ou en tout cas à ma connaissance, pas censurés. On peut poster des dessins de chat, des dessins de bite, sans que des dessins de seins évidemment, sans que ça soit censuré. Donc il y a peut-être d'ailleurs plus de choses qu'on ne le fait à faire de ce côté-là, avec le dessin érotique. Mais effectivement, pour le coup, on va plutôt, en tout cas, certaines personnes qui posent peuvent vivre cette expérience de la pose comme non seulement une expérience de puissance dans l'expression corporelle, de rapport à son corps, de rapport au regard des autres, mais aussi de désir, d'érotisme et tout ça de façon parfaitement assumée dès lors que c'est choisi. Et alors les corps dissidents, les culs dissidents, en fait, donc effectivement on se positionne comme un collectif qui travaille sur la représentation des corps dissidents pour dire notre intention politique et notre activisme. Alors évidemment, c'est un terme que Linda porte de façon personnelle et très facilement, même si elle-même reconnaît qu'on est tous d'un certain côté dans la norme et la dissidence à la fois, elle-même en tant que femme blanche, mais trans. Donc, on n'est pas non plus dans une vision fermée et exclusive de la dissidence, mais plus dans la dissidence perçue comme une attitude de résistance aux normes
et de volonté de sortir du schéma hétéronormatif à sa façon. Et du coup, avant que tout le monde rentre chez lui pour aller se masturber, est-ce qu'il y a des questions pour le public? Moi, je suis performeur, modèle. J'ai arrêté de faire du modèle vivant parce que l'école, là où je posais par exemple, qui était mon ancienne école, m'a plus voulu de moi en tant que modèle vivant, m'a complètement pas répondu à mes mails en fait sur ces questions-là. Et j'avais pas vraiment d'outils, j'étais hyper en colère et je me demandais, est-ce que vous avez déjà fait de la médiation, du coup aussi des ateliers dans des écoles d'art? J'ai l'impression qu'il y a un gros problème, enfin c'est pas une impression, il y a un gros problème là, où au final on ne prend que des corps plus valides et blancs, normés, minces. Et si vous en avez déjà fait, comment en fait, vous avez amené le sujet et réussi potentiellement à faire bouger les choses? Parce que moi, à part être en colère, moi, à part avoir eu envie de tout défoncer vraiment verbalement, mon ami m'a parlé ce matin. Bon, c'était cette même école où quand on était étudiant, on ne pouvait plus poser, et pour des raisons qui n'étaient pas très logiques. Et là, c'est quand on n'est plus cis hétéro, on ne peut plus poser non plus. Donc la question, c'était que, surtout, remarque sur la permanence des clichés cis hétéro-blancs dans les écoles d'art actuelles, et comment Modèle Vivante pourrait aller boucher ça. Mais pour l'instant, on a eu l'occasion de faire des ateliers dans deux écoles seulement, mais principalement quand la semaine dernière, dans le cadre d'un workshop, où en fait, on a été invité par Apollonia Sokol, qui connaissait Linda, puisqu'elle l'a peinte. Et donc, globalement, on n'a pas eu cette discussion avec l'école Apollonia à inviter Modèle Vivante. Et évidemment, c'est Linda qui posait le premier jour, voilà, sans que ce soit... Alors les personnes, j'ai rencontré par exemple la personne de l'école en charge d'inviter les modèles traditionnellement, qui me parlait du fait que de toute façon, il y a beaucoup moins d'ateliers de dessin d'après-modèle, et donc ça crée beaucoup moins de jobs qu'auparavant. Elle disait qu'il y a 30 ans, puisqu'elle s'en occupait déjà, c'était 8 modèles pour un temps plein. Aujourd'hui, c'est 7 personnes qui viennent vaguement quelques heures par-ci, par-là. Et donc, ça pose la question de à quel point on peut en faire un modèle économique. Mais en tout cas, là, donc, on a un peu enfoncé la porte avec l'aide d'Apollonia, et il se trouve que évidemment ça répond, et ça Apollonia l'avait bien senti, à une demande des étudiants, des étudiantes sur ces questions de genre, non-binarité, inclusion, et le simple fait de créer un espace bienveillant pour ça leur a permis à eux aussi de poser, même si on avait eu la discussion avec Apollonia, qui effectivement au départ ne pensait pas pouvoir elle proposer aux étudiants, aux étudiantes de poser pour ne pas, en tant que professeur, être dans cette position-là, parce qu'effectivement, dans les écoles d'art, cette question de l'inclusion des genres, des identités de genre est ultra tendue aujourd'hui, avec encore énormément de problèmes de sexisme et de comportements plus que limite, voire carrément problématique de professeurs de performance qui incitent les femmes cis, évidemment, à se mettre à poil pendant la performance. En fait, ça existe. Les écoles d'art sont encore malheureusement truffées de ça. Et paradoxe, oui, et évidemment, dans le même temps, il y a énormément de demandes de la part des étudiants et des étudiantes, à la fois d'ateliers de dessin d'après-modèle. De toute façon, certaines venaient pour dessiner d'après-modèle. Ils ne venaient pas tous parce qu'on avait cette perspective transféministe et non-binaire, mais il n'empêche que, évidemment, tous et toutes qui ont été sensibles et se sont sentis inclus par rapport à ça. Donc, je n'ai pas de réponse. Moi, ce n'était pas une question, c'était juste une remarque, parce que tout ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à quelque chose en rapport avec le rapport problématique peintre et modèle et le rapport problématique censure ou caution des institutions. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais il faut
écouté le podcast sur Picasso de Vénus et Piletel la chatte. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez-le, s'il vous plaît. Parce qu'on continue dans cette idée de déconstruire aussi ce qui a été cautionné et non censuré justement par l'institution dans le rapport du male gaze, etc. Donc voilà. Du coup, un conseil bibliographique de la salle, Vénus et Piletel la chatte, et notamment l'épisode sur Picasso. Mais que le monde entier a déjà entendu. Je voudrais juste rajouter par rapport à cette idée de l'érotisation des corps masculins à travers le prisme du féminin, qui est en fait une partie de la collection, mais qui n'est pas du tout représentatif de l'entièreté des 3000 images qu'on a reçues. Et j'ai l'impression que ça a été un des biais, mais ce n'est pas du tout le seul biais. Et peut-être les filles qui pouvaient parler de la manière dont on indexe avec les hashtags territoire, les hashtags... Une membre de l'Ostigmem qui est dans la salle qui dit quand même que ses copines ont oublié de parler aussi de... Vous m'en avez parlé de l'infinité de dick pics que vous recevez et qu'on va arrêter de restreindre le champ. Non, en effet, Laura a bien raison. On l'a dit, mais on n'a peut-être pas insisté dessus. La collecte s'adresse vraiment à toutes les personnes qui souhaitent nous envoyer des photos. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé de ça à cette reprise, des poses, de l'histoire de l'art. Quand on est dans un champ où il n'existe pas de code, ben voilà, on va aller piocher les codes du champ associés. Donc, en l'occurrence, l'érotisation des corps de femmes. Mais il y a aussi plein d'autres propositions créatives. Donc, vraiment, venez à nos expos pour découvrir les différentes manières, les différentes mises en scène auxquelles les photographes et les modèles ont pensé. Parce qu'on a vraiment des choses très, très originales. On a vu, par exemple, fleurir tout un tas d'hommes à chaussettes, d'hommes dans des paysages naturels, de pénétration anale. Enfin, voilà, on a eu vraiment plein de choses différentes, quoi. Donc, c'est vrai que c'est bien de souligner l'extrême diversité de cette collection. On a de la chance d'une certaine manière aussi, dans les expos, le fait de juxtaposer deux images et d'en juxtaposer deux autres, ça n'aura pas la même signification. Donc, il y a une vraie pratique du montage aussi. Une pratique du montage. Et puis, les textes sont directement, eux aussi, dans des bribes de texte, des extraits sont transférés sur diapo. Du coup, ça fait un peu même comme des films muets parfois. Enfin, il y a vraiment une autre lecture qui est possible. Et puis, donc, il y a effectivement beaucoup de créativité, beaucoup de choses qu'on n'est pas habitué forcément à voir. Mais il y a effectivement, la collecte est aussi représentative de la culture visuelle qui est en place, évidemment. Donc, on a aussi effectivement beaucoup de dick pics qui nous sont envoyés, beaucoup d'images qui continuent de perpétuer des stéréotypes de corps normés, supposément désirables selon la norme. Et on part vraiment de ce principe où nous, on a choisi de montrer une image au minimum par contributeur et contributrice. Donc, on ne censure pas non plus ces corps-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adressent et qui viennent directement au projet et qui ont dans leur pratique l'idée de montrer des corps qui sont dissidents, ou en tout cas qui n'aillent pas directement dans le sens de la norme, et les montrer comme désirables. Et nous, après, on fait le choix dans l'agencement des images et dans le fait parfois de choisir de montrer plus d'images de certains corps, de certains photographes, et de ne pas se restreindre à une image par contributeur, contributrice, de pouvoir montrer des corps qui ne le sont pas habituellement. Mais donc, effectivement, il y a de tout dans cette collecte. Oui, je voulais aussi rebondir là-dessus. D'ailleurs, je serais très intéressé de savoir un peu les proportions des typologies que vous recevez dans ce salon-là. Mais et de revenir un petit peu sur cette idée du corps lascif masculin, du coup, qui reprend les caractéristiques féminines dès qu'on l'érotise. Parce que, Hortense, du coup, tu as cité Mechil Fenn et Abigail Solomon-Godo. Je te remercie d'avoir fait ça, parce que c'est des noms qu'on entend aussi très très rarement, alors que c'est vraiment des précurseuses dans l'histoire des masculinités en histoire de l'art. Notamment, alors c'est un petit peu théorique, donc vous avez le droit de faire un refus d'obstacle si ça devient chiant, mais une des théories de Abigail Solomon-Godo, c'est de dire que quand on retrouve des caractéristiques féminines dans le corps des hommes, pour elle, c'est un accaparement des qualités positives des femmes, et donc c'est pour que les hommes puissent maintenant représenter les deux genres, la totalité des genres. Elle parle pour l'idée du 19e siècle, ce qui était considéré comme la totalité des genres, et donc il participerait à un effacement du féminin. Du coup, je ne sais pas si c'est arrivé à votre réflexion avec tant d'images d'hommes et du coup une certaine proportion d'images d'hommes qui reprend une érotisation par des caractéristiques féminines, en train de se dire est-ce qu'on est en train de participer par là à un effacement de l'imagerie féminine.
Et du coup, donc, question de la salle sur Solomon Godeau et cette question de l'homosociété. Je crois qu'elle parle d'homosociété, sociabilité, homosociabilité, avec, où si les hommes reprennent les codes des femmes, tout d'un coup, ils n'ont plus besoin des femmes du tout et c'est juste une exclusion de plus. Et donc, il ne faudrait pas s'en féliciter. Et je vous l'avais posé un peu différemment, cette question-là, mais je vous avais dit, et les lesbiennes, elles ont dit quoi de vos histoires? Alors, on a quelques participations de photographes qui nous ont dit être lesbiennes et donc n'être pas spécialement excités par le shooting qui a donné lieu à la participation à notre collecte. Et en fait, il y a aussi plein de personnes qui disent ne pas avoir été excitées pendant la prise de vue car trop concentrées sur des aspects techniques, pas forcément présents au moment érotique qui avait lieu. En fait, l'effacement du féminin, du coup, l'idée, ce serait de se dire mais si tout le monde partage ces magnifiques qualités qu'on retrouve chez beaucoup de femmes, comme l'écoute, des choses qui sont traditionnellement associées au féminin, si tout le monde les partage, alors il n'y aurait plus de féminin essentialiste. Ça me va. Je suis d'accord que tout le monde partage ces qualités. Il n'y aurait plus de représentation, plus besoin de représentation féminine dans la société, parce que l'homme serait capable de représenter à la fois le meilleur du masculin et le meilleur du féminin. C'est l'idée que souligne Abigail Solomon Godeau, mais pour la Révolution française. Donc on est vraiment... C'était juste pour savoir si c'était une idée qui vous avait traversé à force de regarder autant de photos d'hommes. En fait, il y en a des photos d'hommes au pose lascive, mais ce n'est pas du tout l'essentiel de la collecte. Non, on ne sait pas. Bien sûr qu'on situe notre réflexion dans une conception du genre. On invite vraiment. Il y a plein de personnes qui se réfléchissent en dehors des normes de genre et qui nous ont proposé leur représentation érotique. Et pour nous, c'est totalement OK de voir ça comme un spectre, en fait, avec des pôles traditionnels qui structurent la culture visuelle, mais sur lequel on peut se situer librement. Chacun et chacune peut se situer librement entre les deux. Et donc, je voulais vous remercier vraiment beaucoup. Et merci beaucoup les queerinales, le labo, les effigies, etc. Moi, ça m'a retapé pour un an. Là. Merci beaucoup. Et allez tous faire ce que vous avez à faire.